vous avez dit. Il y a eu, avant le début de la campagne électorale, nous avons vu, c'est pas un beau matin qu'il y a eu lancement donc, effectivement donc, de l'assurance maladie universelle. À Pabré, on a même présenté des cartes. Voilà, après j'ai appris que même certaines cartes ont été retirées parce qu'il y a eu des problèmes de fabrication des cartes ou des noms, des trucs comme ça. Je pense que ça c'est des choses qu'on peut même vérifier. Donc c'est sur cette information que je voulais revenir également, parce que on l'a dit, l'assurance maladie n'est pas un programme politisé. C'est peut-être politique parce que c'est géré par des hommes politiques. C'est dans leur programme politique. Mais ce n'est pas un programme politisé. Et deuxièmement, on a lancé le début des personnes. Pourquoi? Parce que quand on a ciblé les personnes indigentes, on a fait l'enrôlement. Les premiers qui ont bénéficié des cartes, c'est ceux des communes rurales de Koubri et de Pabré. Vous pouvez aussi vérifier cela. Et ensuite, quand on a remis les cartes, l'objectif c'est ça. Quand on donne les cartes pour être... Monsieur, ça nous peut-être au cours de la discussion revenir sur ça. Quand on remet les cartes, c'est pour pouvoir déceler les insuffisances éventuelles. On retourne et on corrige, on les renvoie. Et deuxièmement, et troisièmement, il faut dire que l'assurance maladie universelle, les prestations ont effectivement commencé dans ces localités le 7 septembre 2020. Ça peut se vérifier également. D'accord. Ok, nous prenons M. Sankara au téléphone qui nous appelle. C'est d'ici Ouagadougou, c'est à Ouagadougou ici. Avant de continuer. Bonsoir, M. Sankara. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Je voudrais participer à l'émission. Vous y êtes. C'est la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au Burkina. Ok. Je pense que c'est une bonne initiative de l'État. Mais c'est les mesures, dans quelle mesure l'État va réussir à faire ça. Puisqu'aujourd'hui, on a tendance à quelque chose, quand on parle d'assurance des mutuelles, on ne voit seulement que les fonctionnaires publics. Et ceux du privé, qu'est-ce que l'État envisage de faire pour eux? C'est ma question. D'accord, merci bien. Alors, en ce qui concerne les travailleurs du privé, M. Lengani, la question c'est que fera l'État pour eux, parce que lui il a l'impression que ça ne concerne que les fonctionnaires de l'État. Ok. Oui, allez-y. Ok. Et l'assurance maladie ne concerne pas uniquement les agents publics. Et l'assurance maladie, le caractère universel veut dire que tous les Burkinabés. Et quand j'ai dit les personnes physiques, toutes les personnes physiques vivant au Burkina Faso, ce n'est pas que des Burkinabés. Toutes les personnes vivant au Burkina Faso sont concernées. Que tu sois du secteur public, du secteur privé, que tu sois dans l'économie informelle, que tu sois malheureusement une personne qui ne peut pas subvenir à ses besoins, tu es concerné. D'accord, très bien. Alors donc tout le monde est concerné. Oui. Alors mais comment est-ce que ça va fonctionner? Je pense que c'est beaucoup plus là sa préoccupation. Comment est-ce que ça va fonctionner? Je pense que vous l'aviez dit, c'est des cotisations à faire pour que en cas de situation, en cas de besoin, cela puisse être prise en compte. Mais pour le moment, cette phase opérationnelle n'a pas encore commencé. C'est bien ça. Comment ça va se faire? Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans des éléments techniques. C'est pourquoi je suis allé directement aux bénéficiaires. D'accord. Parce que quand on prend notre système, on parle des assujettis d'abord. Et là, on parle des personnes morales ou physiques qui emploient au moins une personne. Quand tu travailles avec quelqu'un, déjà la personne morale, l'employeur est une personne assujettie. Et pourquoi l'employeur est assujetti? C'est pour qu'il puisse aussi faire face aux obligations au regard de la loi portant régime d'assurance maladie universelle. Cette obligation, c'est quoi? La loi dit clairement que l'employeur doit contribuer à la cotisation du salarié, qu'il soit public ou privé. Et deuxièmement, c'est l'employeur qui est responsable du prélèvement des cotisations et du reversement au niveau de l'organisme de gestion du RAMU. Voici comment c'est prévu. D'accord, très bien. Alors, monsieur Gandema, vous êtes avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association Semences d'Espérance Sud. Alors, il y a des ciblages qui ont été faits. Est-ce que vous travaillez avec ces personnes qui ont été ciblées? Voilà, en fait, dans le cadre de la mise en œuvre des actions sur le terrain. Dans notre projet d'implication des communautés, dans la veille et le suivi de l'implémentation de l'assurance maladie universelle dans la région du Nord, notre
première tâche était d'abord d'identifier avec les comités de veille que nous avons mis en œuvre. Et M. Kemde, je rappelle, est un président de comité que nous avons mis. Vous connaissez? Voilà. Okay. C'est un responsable de comité de veille, notamment dans l'aire sanitaire de Kapalin. Donc, quand nous avons entrepris de démarrer notre projet, nous avons cherché à vérifier, puisque le ciblage était fait par les organismes de gestion délégués et les autres institutions que M. Lengani a évoquées. Nous avons cherché, dans la bonne logique, d'identifier d'abord ces personnes indigènes qui ont été ciblées, parce que dans la région du Nord, selon les indications que nous avons reçues de la CNAMU, il y a plus de 2600 personnes qui ont été identifiées et ciblées. Et avec les comités de veille, que nous avons capacité, que nous avons renforcé les capacités, leur rôle et leur mission était d'abord d'identifier ces personnes ciblées. Après l'identification de ces personnes ciblées, il va suivre maintenant un suivi en fait de la réalité et de l'existence en fait de ces personnes ciblées. Mais en fait depuis 8 mois sur le terrain, avec ces comités locaux de veille, nous cherchons encore ces personnes ciblées. Et vous ne les avez pas retrouvées? Pour le moment, ils existent, mais nous ne les avons pas encore identifiés. Comment ça? Nous avons essayé de contacter la CNAMU pour avoir la liste de ces personnes, pour les mettre à disposition des comités locaux de veille, mais nous n'avons pas encore reçu les listes en question. Nous ne sommes pas là pour indexer qui que ce soit, mais en tout cas, je ne peux pas aussi me désolidariser de nos comités locaux de veille que nous avons vus. Et lors de notre réunion de février, ça a été un peu chaud. Et les comités locaux de veille estiment qu'en réalité, il y a beaucoup de lenteur dans la mise en œuvre et l'opérationnalisation de l'AMU, et nous avons besoin de preuves. Et nous les rassurons en disant qu'effectivement, il y a un début d'opérationnalisation dans la zone de Pabré, de Koubri, et nous sommes aussi ravis d'apprendre aussi qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, il y a aussi des personnes qui ont commencé à recevoir les cartes. Donc c'est ça en fait la grande difficulté et les conséquences des lenteurs en fait de l'implémentation de l'assurance maladie universelle. Alors, mais en attendant de trouver ces personnes-là, comment est-ce que ça évolue? Parce que moi, la question, monsieur Lengani a présenté, on est à plus de 2000 personnes au niveau de la région du Nord, donc au niveau de Waïwia. Vous n'avez pas encore localisé au moins une personne? Nous avons fait le travail d'investigation avec ces comités locaux de veille qui sont généralement aussi des personnes aussi ressources. Et lors de nos différentes activités de renforcement des capacités avec les personnes ressources, les gens en fait n'ont pas encore à leur connaissance en fait la liste des personnes en fait qui ont été ciblées. Donc c'est peut-être l'occasion pour nous aussi, à travers ce plateau aussi, d'inciter la CNAMU à communiquer rapidement aussi ces listes pour permettre aux populations de s'assurer que l'assurance maladie universelle, c'est pas un leurre, c'est une réalité. Alors, M. Lengani, naturellement, il est là, il a des chiffres. Peut-être que aussi il a la liste que vous cherchez et peut-être pourra le mettre à votre disposition. C'est aussi avec plaisir. C'est aussi l'intérêt de cette émission. Alors, il y a une question au niveau du site présidentiel que nous allons prendre avant de continuer. C'est une question de Madame Pouya qui nous écrit depuis la région du centre-est. Et la question c'est, y a-t-il une différence entre un bénéficiaire du mutuel et un bénéficiaire de l'assurance maladie universelle? Ont-ils les mêmes avantages? Est-ce que l'un exclut l'autre? Effectivement, c'est une question très pertinente. Y a-t-il une différence entre un bénéficiaire d'une mutuelle et
un bénéficiaire de l'assurance maladie universelle ont-ils les mêmes avantages? Est-ce que l'un exclut l'autre? Alors, les deux acteurs d'ailleurs sont côte à côte, l'homme des mutuelles et puis... Alors, monsieur, je vais vous permettre de répondre avant de passer la parole à monsieur Lengani. Alors, monsieur Sanou, est-ce que l'un exclut l'autre? Bon, je ne pourrais pas dire que l'un exclut l'autre, mais pratiquement c'est le même panier de soins. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre... Puisque en l'état actuel des choses, la CNAMI a contractualisé avec les organismes délégués de gestion qui, à leur tour, ont travaillé avec les mutuelles. Et donc, dans la convention de prestation de soins, les indigents ont été soumis au panier de soins déjà appliqué par les mutuelles. Donc, concrètement dit, la différence réside au fait que le ticket modérateur qui est payé par les bénéficiaires des mutuelles à un certain taux est totalement pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie universelle qui reverse les 100% des montants dus par indigent aux mutuelles pour faire face aux prises en charge sanitaires des personnes inscrites. Tandis qu'au niveau des mutualistes, ils ont payé un certain montant et ils doivent encore payer ce qu'on appelle un certain taux qu'on appelle ticket modérateur au moment où les indigents sont pris en charge à 100%. Donc c'est de là que réside la différence. C'est de là que réside la différence. Voilà. Ok, d'accord. Monsieur Lengani, c'est bon comme explication ou vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être je voulais revenir sur les indigents, comment c'est fait avec les mutuelles. Les mutuelles, oui, ok. Voilà. Donc pour pouvoir prendre en charge les personnes indigentes qui ont été ciblées et enrôlées, nous avons signé des conventions de délégation qui est conforme à la loi avec certains partenaires qui sont sur le terrain. Pour la zone des hauts-bassins et du centre Ouagadougou, nous avons conventionné avec le réseau d'appui aux mutuelles de santé, RAMS. Donc le RAMS a sous-traité avec les mutuelles qui sont dans les territoires dans lesquels il intervient. Et pour la boucle de Mouroun, le nord et Pabré et Koubri, nous avons conventionné avec l'ONG ASMAT, donc qui sont nos partenaires et à son tour qui travaillent avec les mutuelles qui sont dans son réseau, dans son réseau. Donc, pour les personnes indigentes là, les prestations c'est quoi? Nous avons dit, comme c'est une première phase, et à la différence des mutuelles, il a dit ça, qui paye ou les mutualistes payent un ticket modérateur, c'est une part qu'il peut payer, ça va de 30%, de 10% à 30% selon les niveaux de prestations, alors que pour les personnes indigentes ciblées, ils ne payeront rien, puisque le ticket modérateur est supporté directement par la CNAMU. D'accord, mais est-ce que ces personnes indigentes identifiées sont obligées d'être membres d'une association ou bien d'aller être membre d'une mutuelle? Non, et la délégation, ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont d'office des membres de la mutuelle. On a vendu, pour être terre à terre, on a vendu un service à l'ONG ASMAT et l'ONG RAMS qui travaillent avec des mutuelles partenaires. Okay. Et eux, ils sont chargés simplement de faire en sorte que nos personnes indigentes bénéficient des prestations convenues dans une convention. Mais nous gardons le contrôle de l'effectivité sur le terrain, le contrôle médical ou administratif, et nos équipes de contrôle vont vers les prestataires de soins pour voir est-ce qu'il y a vraiment l'effectivité des prestations qui ont été convenues avec ces mutuelles-là. D'accord. Voici comment ça se passe. Ok, je pense que Mme Pouya a trouvé réponse à sa préoccupation. Si tel n'est pas le cas, elle pourrait effectivement revenir sur le www.plesimètre.bf. Vous pouvez également nous joindre en appelant au 25 36 04 04. Le numéro s'affiche au niveau de l'écran. Alors, déjà, nous avons un appel. Bonsoir. 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 C'est monsieur? Monsieur Ouattara Adrien, Bobo Djilasso. Alors, monsieur Ouattara, vous nous appelez depuis Bobo Djilasso. Nous vous écoutons. Vous êtes en direct.
En tout cas, nous remercions pour l'initiative de cette émission. Merci bien. Alors, en écoutant M. Lengani, le juriste au niveau du clan, Oui. il a parlé pour l'adoption du panier de soins. Il doit avoir un décret pour déterminer le panier de soins. Oui, c'est ça. Alors, depuis que vous avez commencé l'émission, Oui. chacun parle, on tourne, personne ne nous dit la cotisation. Si aujourd'hui les indigents ont commencé à bénéficier des prises en charge dans la formation sanitaire, Oui. est-ce qu'ils peuvent nous dire exactement, présentement, combien de francs ces indigents-là payent au niveau de chaque mutuelle de santé? D'accord. Combien payent les indigents au niveau des mutuelles de Voilà, santé? combien payent les indigents? Ok. Voilà, en tout cas, merci et bon courage pour la suite. Merci bien. Voilà, la question est claire. Combien les personnes indigentes donc, qui ont été identifiées payent au niveau des mutuelles? Ok. Et merci à monsieur Ouattara. Et effectivement, j'ai parlé du panier de soins qui n'a pas été adopté, et qui est aussi nécessaire pour pouvoir parler de taux de cotisation. Okay. On a parlé de ça, mais il faut être précis sur ces points que ces deux décrets n'ont pas encore été adoptés. Et maintenant, pour ce qui est des personnes indigentes, et je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes ne sont pas des mutualistes. Okay. Donc, ce que je peux dire, puisqu'il y a un panier de soins qui est déjà évalué au niveau des mutuelles, nous prenons ça en charge, puisqu'ils ont un taux de cotisation qui tourne autour de, ça dépend des mutuelles, 3 000 et quelques, il y en a qui ont 10 000 francs. Maintenant, selon les cas, nous avons négocié avec ces mutuelles-là pour prendre en charge ce panier de soins-là. Donc, c'est-à-dire les personnes indigentes ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas. C'est l'État qui paye leur cotisation. D'accord. Donc, quand on paye ça, mais nous avons aussi l'ONG ASMAR, l'ONG RAMS, qui font un travail. Et ce travail, c'est quoi? Puisque la délégation de fonction, là, ça veut dire que ces ONG vont travailler pour le compte de la CNAMU. Parce que si on doit laisser les équipes de la CNAMU qui n'ont même pas étoffé, aller faire chaque fois des sorties pour aller vers les hauts bassins, pour aller voir comment les choses se passent, pour aller vers la bourre de monde, comment les choses se passent, ce sera très coûteux. Donc, il y a ce suivi que ces ONG font qui sont aussi prises en charge par la CNAMU. Voilà, donc, mais je n'ai pas une idée claire du coût de puisque c'est sur facture, on paye les déplacements, et s'il y a une activité, on prend en charge et on essaie de voir pour mutualiser nos ressources également. D'accord. Merci, voilà, c'est très bien clair par rapport aux personnes indigentes. Alors, M. Sanou, à Bobo Dioulasso, par rapport à l'identification des personnes qui ont été ciblées, est-ce qu'il y a eu de la difficulté comme à Waiguia? Et si on répondait à Waiguia d'abord? Vous voulez répondre à Waiguia d'abord? Je voulais dire quelque chose sur Waiguia. Voilà, je voulais dire quelque chose sur Waiguia. Je suis d'accord avec M. Gandema. Oui, Gandema. Ils ont des acteurs sur le terrain qui font ce travail-là. Mais ce que je note, eux, ils disent qu'ils n'ont pas reçu de liste. Et ils sont sur le terrain pour chercher quel indigent. C'est ce que j'ai noté. S'ils n'ont pas de liste, en réalité, le travail ne doit pas se faire. Et pour moi, est-ce que ce n'est pas plutôt un travail de coordination entre nos différentes structures? Je ne rejette pas la balle sur votre ONG. Est-ce que ce n'est pas un problème de coordination plutôt? Nous avons, même si la CNAMU n'a pas donné de données, il y a un acteur sur le terrain, l'ONG ASMAR avec des mutuelles, qui a des données. Nous avons aussi le SPCNPS, qui est une structure publique, qui ne va jamais refuser de vous donner des données. Est-ce que vous avez sollicité ces données à tous ces acteurs sur la chaîne qui ne vous ont pas donné? C'est ce que je voudrais comprendre. Voilà. Donc, par rapport à par rapport à cette préoccupation, oui. Nous faisons partie du programme de renforcement de l'engagement citoyen et de la responsabilité des gouvernants avec l'ONG Diaconia. Lors de nos rencontres, nous avons manifesté cet intérêt d'avoir en fait ces listes. Lors des suivis aussi de Diaconia sur le terrain, nous avons été confrontés à cette difficulté et nous avons dit ensemble, nous allons œuvrer à avoir ces listes. Mais je dis, nous
dire, ne sont pas à la situation, mais nous avons été confrontés à la difficulté d'avoir réellement les listes. Ça peut être un problème de coordination, mais l'effet est réellement là. Nous avons sensibilisé les populations, nous avons installé nos comités pour faire effectivement le travail de veille. Mais comme nous le constatons, il y a vraiment des lenteurs significatives au niveau de la région du Nord. Oui, et ce que nous souhaitons, c'est un cri de cœur, et que réellement le processus aussi dans la région du Nord puisse aussi avancer comme dans les autres lieux. C'est-à-dire, l'interpellation de M. Kiemde n'est pas en fait une accusation, mais c'est aussi le fait que nous leur activons une mission par rapport à notre projet, mais ils sont coincés parce que à la fin, désignés par la population, à la fin pour veiller sur la mise en œuvre de l'implémentation de l'assurance maladie universelle, ce sur quoi ils doivent veiller n'existe pas pour le moment. D'accord. Donc, ensemble, c'est l'occasion aussi et aussi et comme M. Lengani est là, nous sommes sûrs que peut-être dans la semaine, nous allons avoir nos listes à la grande satisfaction de tous nos comités de veille et aussi de la population du Nord qui a besoin de ces listes-là. Ok, nous l'espérons bien. Alors, donc, merci à M. Kandema. Donc, je vous posais la question de savoir au niveau de la région de Haut-Bassin s'il y a eu ces difficultés par rapport à pouvoir retrouver ces personnes, même si vous dites que elles ont été identifiées en 2016, on commence à l'appliquer en 2020-2021, c'était difficile, mais est-ce qu'il y a eu de la difficulté par rapport à pouvoir identifier, localiser ces personnes-là? Bon, tout d'abord, je tiens à préciser que M. Kandema et ici, nous ne sommes pas dans la même posture, parce qu'il est là en tant qu'une structure de veille. Oui. Vous êtes mutualiste. En tant que mutualiste, un acteur même qui a contribué à l'enrôlement même de ces personnes indigentes. D'accord. Donc nous sommes dans une autre posture, mais cela n'empêche de répondre à la question pour dire qu'effectivement nous n'avons pas eu trop de soucis dans le repérage et dans l'enrôlement de ces personnes ciblées par le SPCNPS. Donc, c'est en gros, nous avons quand même pu avoir un bon taux de ciblage et d'enrôlement qui a tourné autour de plus de 85%. D'accord. Et donc, c'est ces personnes, justement, c'est ces listes qui ont fait l'objet d'informations complémentaires pour l'établissement des cartes d'indigence au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et c'est ces cartes-là qui ont été ventilées à moitié pendant le mois de février. D'accord, nous prenons Aruna qui nous appelle depuis Bobo du Lasso avant de continuer. Bonsoir Aruna. Alors bonsoir. Vous êtes en direct. Ok. Pardon? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y, il vous entend. Oui. Merci beaucoup. En fait, je voulais vraiment remercier l'initiative, en tout cas cette émission-là. Je suis un acteur de la mutualité au niveau de la région de Haut-Bassin. Et donc, nous remercions vraiment l'assurance maladie parce que nous l'attendions de longue date. Et nous sommes sur le terrain depuis plusieurs années maintenant pour faciliter l'accessibilité en tout cas des populations aux soins de santé. Et donc, le fait qu'ils aient démarré maintenant parce qu'effectivement, nous étions tous impatients de voir les choses démarrer. Et nous tenons quand même à les remercier par rapport à ces aspects-là. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse vraiment communiquer autour de la question. Parce que lorsqu'on échange avec les gens, que ce soit les acteurs du privé, les acteurs du public, nous sommes en contact avec pas mal d'agents de santé, mais beaucoup ne comprennent pas le système. Et alors que lorsqu'on doit effectivement aller dans les formations sanitaires pour les prières, on se pose des questions. On dit on ne comprend pas le système, on voit des gens avec des cartes. Et ça nous crée pas mal de soucis sur le terrain. Et donc, nous souhaitons quand même interpeller la CNAMI pour qu'on développe vraiment pas mal d'initiatives en termes de communication pour que les étudiants soient vraiment dans le bain, quoi. Et ça va faciliter mon travail à tous ceux sur le terrain. Et ce que je souhaite aussi, je voulais demander à M. Lengani, qui a pas un travail formidable au niveau de la CNAMI,
c'est de nous situer un peu sur l'agenda en fait de les autres activités à venir par rapport à la CNAMI. De vous situer sur les phases pilotes les autres activités. Et la suite, comment les choses vont se faire. C'est vrai, tout le monde est impatient, hein. Donc on veut vraiment savoir comment la suite va se faire au niveau de la CNAMI. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous retenons que Aouna pose une question, mais aussi fait une suggestion par rapport à la nécessité de communiquer davantage. Mais il y a une question, la suite des autres activités à déployer. Il voudrait avoir de la précision avant que je remette la parole à M. Ouedraogo qui l'a réclamé depuis quelques minutes. Oui, allez-y. J'ai la chance d'avoir la parole encore. Ah oui. Ok. Ah, d'accord. Ok, merci à M. Aouna depuis Bobo qui dit qu'il est un acteur mutualiste. Effectivement, pour la zone de Bobo, il faut dire qu'on a eu un bon taux, comme il a dit, qu'on appelle ça, un bon taux d'enrôlement des personnes indigentes. L'enrôlement ici, la différence du ciblage, là, quand on fait le ciblage, nous on fait l'enrôlement pour identifier en réalité ces personnes-là. Voilà. Et avoir toutes les autres informations sur ces personnes. Maintenant, pour son interpellation, je prends acte. Ça, je n'ai rien à dire. On va voir ce qu'on peut faire. Pour les activités à venir, ce que déjà on peut dire, c'est d'abord de maintenir tout ce qui est déjà un acquis, de maintenir cela, de prendre en compte tout ce qui vient du terrain, ce que les équipes de M. Gandema relèvent sur le terrain, M. Ouedraogo, M. Samu qui est un acteur aussi clé dans cette phase pilote. C'est de corriger déjà les imperfections et on va communiquer. On a une direction de la communication qui est opérationnelle et qui est en train d'actualiser une stratégie de communication pour cette phase-là. Et l'autre aspect, c'est les personnes indigentes. Actuellement, en partenariat avec le Bureau international du travail, le BIT, qui a un projet pour renforcer les systèmes de sécurité sociale, nous avons été retenus, notre pays, le Burkina Faso et le Sénégal, pour nous accompagner dans la couverture des acteurs de l'économie informelle du monde rural. Dans le cadre de ce projet-là, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour être faites, à savoir l'inventaire des mutuelles et même s'il y a besoin actualiser même l'étude actuarielle pour voir est-ce que ça tient compte de l'évolution ou comment on appelle ça, ça résiste au temps, puisque ça a été fait depuis 2017-2018. Donc, voir si on peut vraiment adapter cela. Donc, il y a un paquet d'activités qui est prévu dans le cadre de ce projet avec du BIT là, auquel le Burkina Faso a adhéré. Et l'autre aspect, c'est travailler à faire adopter les projets de texte. Je l'ai dit, pour l'instant, on dira que ce qui a été adopté, c'est les textes sur l'institutionnel. On a créé la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. On a le conseil d'administration qui est déjà opérationnel, la direction générale est opérationnelle. Et nous avons, avec le gouvernement a créé aussi le conseil national d'orientation du RAMU. Donc tout ça, c'est l'institutionnel. Donc c'est de travailler avec le ministère en charge de la protection sociale, qui est notre tutelle technique, pour faire adopter les textes clés qui sont essentiels même au passage à l'échelle. Et quand on parle de la somme, vous voyez, tout le monde parle de cotisation, combien on va nous couper, voilà, et qu'est-ce qu'on aura droit. Donc tout ça, il faut que les textes soient adoptés et les modalités d'immatriculation des personnes physiques, que ces personnes soient du public ou du privé, comment on va les immatriculer et affilier les personnes morales ou les personnes physiques qui ont des travailleurs à leur charge. Voici un peu ramasser ce que je peux dire sur les activités à venir. D'accord. Merci bien. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous avez la parole maintenant. Allez-y. Merci beaucoup. Je pense que c'est
Non, ce que je voudrais revenir très rapidement et noter à M. Legani qu'en fait, je ne suis pas là pour, au nom donc, effectivement donc, de la CNAMU en tant que membre donc, du conseil d'administration, bien qu'effectivement le RAM là-bas pour représenter la société civile. Et notre rôle, c'est aussi effectivement ça, interpeller les acteurs, parce que s'il y a un système qui est mis en place, parce que c'est un système qu'on a lutté pendant longtemps pour avoir, la question donc, de la santé, c'est une priorité et on ne doit pas négocier pendant longtemps pour effectivement avoir cette priorité-là. Je le dis parce que quand j'ai parlé donc de la question du financement, quand on parle donc de la santé a un coût, même si on dit que la santé n'a pas de prix, mais il y a un coût. Et il faut avoir des médicaments ou il faut avoir les services pour que les indigents ou les personnes bénéficiaires puissent avoir effectivement ces services-là. C'est tout le défi pour nous, en tout cas nous qui faisons, parce que nous-mêmes au niveau du réseau accès aux médicaments essentiels, nous faisons le contrôle de la gratuité des soins et nous sommes dans le suivi, dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle que nous sommes en train donc de démarrer dans la région donc des Hauts-Bassins. Ça veut dire quoi? Si vous voyez actuellement, comme je l'avais expliqué, le modèle des indigents, c'est très bien, partir directement des indigents, c'est très bien, mais comme il l'a expliqué, ça c'est l'État qui paye d'abord. C'est-à-dire l'État paye la part contributive des indigents dans les mutuelles ou dans les trucs comme ça pour qu'effectivement les indigents puissent avoir accès aux soins. Mais il aurait été intéressant qu'à côté, il y a les autres personnes, les autres contribuables qui payent. Ça va permettre même, en réalité, même si tout le monde, si on arrivait par exemple à mettre tout le monde effectivement même dans la mutuelle, l'État n'était même pas obligé par exemple de payer pour les indigents. En réalité, si les gens contribuent, ça peut même prendre en charge la contribution, même, j'allais dire, ça peut supporter même la prise en charge des indigents. C'est ça la problématique. Donc, en allant directement à cette question donc, de l'État qui paye directement effectivement les indigents, c'est très bien, mais la pérennité, c'est-à-dire la soutenabilité, à un certain moment, c'est ça que nous nous posons comme préoccupation. Parce que à l'heure actuelle, quand nous faisons donc, les tournées dans les formations sanitaires, la plupart des formations, quand tout dernièrement, nous avons fait une collecte dans la région donc de Haut-Bassin, dans la région donc la commune de Houndé, plus de 50% des formations sanitaires ont connu des ruptures. Bon, dans cette situation, comment l'indigent a accès aux soins? Alors que il faut qu'il y ait les prestations dans la formation sanitaire pour que l'indigent puisse avoir. Ça, c'est un défi pour nous qu'il va falloir véritablement assurer. En plus, effectivement, des autres défis liés, effectivement, donc à au renouvellement donc des listes, mais parce que effectivement des listes de 2016 qui sont toujours qu'il faut utiliser maintenant, c'est vraiment donc une situation. Mais il faut vraiment voir comment on continue le financement et comment on assure la disponibilité donc des services dans les formations sanitaires. Si cela n'est pas fait, je pense que ça va être vraiment à un certain moment une sorte donc de coupe pour les indigents. Ils vont aller dans les formations sanitaires, ils ne vont pas voir les prestations et ça va être encore plus dur pour eux. D'accord. En attendant, nous allons prendre un message sur le présimètre. C'est un message de Yolande Ilboudo qui nous écrit depuis la région du Nord et voici son message. C'est d'ailleurs une question. Quel est le rôle des mutuelles de santé dans l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle? Bon, elle a dit sans l'opérationnel. Je pense que c'est dans. Bon, je devine, mais bon, voilà, parce que c'est sans, ça n'a pas de sens. Voilà. Quel est le rôle des mutuelles de santé dans l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle? Le rôle des mutuelles, nous allons vous permettre de répondre, hein, Monsieur Sanou. Ok, merci bien. Comment dirais-je, celle qui a posé la question, Yolande Ilboudo. Alors, donc, avec les commentaires que nous avons développés, je crois que le rôle des mutuelles est très clair. C'est-à-dire à partir des organismes délégués qui nous ont donner leur charge. Vous savez que c'est les mutuelles de santé qui ont les conventions de soins avec les formations sanitaires, donc, et qui paient les prestations. Donc le rôle des mutuelles de santé, c'est de payer les prestations de leurs membres comme ils le font. Nous allons prendre Monsieur Drago qui nous appelle du Centre Nord avant de vous revenir. Excusez-moi. Alors Monsieur Drago, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Ok, merci bien. Je félicite et salue presque toute l'équipe pour vraiment cette initiative qui est louable. Merci beaucoup. La mutuelle de santé est une activité qui est vraiment très intéressante pour toute la communauté. Maintenant, mon inquiétude, c'est par rapport à cette insécurité-là.
comment cette mutuelle de santé pourrait être mise en œuvre dans un contexte d'insécurité et surtout dans des régions ou dans des zones à forte insécurité. Et ce qui s'ajoute également, c'est par rapport à la liste des indigents. Nous avons vu que la liste a été faite depuis 2016. De 2016 à maintenant, c'est vrai qu'il y a des indigents qui se sont ajoutés, et tout comme il y a aussi des indigents qui sont sortis. Mais vu le contexte d'insécurité, quel est le critère qu'ils ont pu prendre pour classer les gens comme des indigents? Merci bien. Merci. Voilà, donc vous restez connectés parce que ils vont vous répondre tout à l'heure par rapport aux inquiétudes qui ont été soulevées. Mais en attendant, monsieur Sanou va poursuivre avant qu'on ne puisse répondre aux questions de monsieur Ouedraogo qui se font compte tenu du contexte sécuritaire comment faire et puis par rapport aux critères qui ont été dégagés pour déterminer les personnes indigentes. Alors, donc, je disais que dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie, le rôle des mutuelles, c'est de payer les prestations de soins des indigents dans la mesure où la caisse a contractualisé avec les organismes délégués qui, à leur tour, ont sous-traité avec les mutuelles. Donc vous êtes différent des organismes délégués. Exactement, les organismes délégués sont les structures d'appui qui ont contribué à la mise en place des mutuelles. Donc bien avant. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc voilà qui est bien dit par rapport à la question qui a été posée par Yolande. Merci. Voilà. Alors maintenant il y a l'inquiétude compte tenu du contexte sécuritaire, comment on l'enclenche dans cette zone-là, et puis il y a aussi les critères par rapport aux indigents. Il veut savoir quels ont été les critères par rapport au choix. Et puis il se demande aussi, est-ce que depuis 2016, est-ce que le nombre des indigents n'a pas augmenté? Monsieur Lengani, c'est une question qui est posée par M. Ouedraogo, qui nous a appelé de la région du Centre-Nord. Ok. Voilà. Je crois qu'avant de répondre à cette question, naturellement, je vais accepter qu'on appelle ça aller dans le sens de M. Ouedraogo. On se comprend très bien. Voilà. Seulement, quand il parlait de la prise en charge des personnes indigentes adossées aux cotisations des autres assurés, ça c'est, je dirais, le Burkina n'a pas choisi cette option, c'est des options. Maintenant, l'autre aspect, la difficulté, quand on a fait l'étude actuarielle, si on devait adosser à ces cotisations, le taux de cotisation allait être élevé. Et même sans ça, on a proposé même qu'on puisse vraiment penser aux pistes de financement innovants pour pouvoir maîtriser le taux de cotisation. Parce qu'on sait bien que dans notre pays, on parle de vie chère. Et effectivement, la vie est chère. Donc, si la vie est chère, il ne faut pas, qu'on appelle ça, que de ces options-là viennent vraiment contribuer à élever le taux de cotisation. C'était ça les résultats de l'étude actuelle. Ça, c'est des options. Pour le reste, on est d'accord, on se comprend. Maintenant, pour M. Ouedraogo, depuis le Centre-Nord, ces inquiétudes sont fondées parce que dans le cadre même de l'enrôlement des personnes indigentes qui ont été ciblées dans la boucle de Mouhoun, pour certaines localités, les équipes n'ont même pas pu faire l'enrôlement. Comment entrer dans ces villages-là? Parce qu'il y a des attaques terroristes dont on ne peut pas rentrer. Donc pour cela, le taux d'enrôlement était 0%. C'est vrai, nous avons mené des missions terrain pour voir quelles solutions trouver avec les acteurs pour pouvoir, qu'on appelle ça, solutionner ces difficultés-là. Et une des solutions, c'était de faire en sorte, puisque les acteurs nous ont dit que pour ceux-là qui sont des acteurs locaux dans les villages où il y a des attaques, s'ils doivent faire le travail eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais on ne veut pas que des personnes extérieures entrent dans les villages. Et on a trouvé comme solution que ces acteurs fassent le travail et ils viennent dans des zones plus sûres, faire la restitution, on les donne des orientations pour aller. Maintenant, pour les critères de l'indigence. Et quand on a commencé cette première phase en 2019. Nous avons signé les conventions avec les OGD, les organismes de gestion délégués là, en octobre 2019. Et il n'y avait pas pour l'instant un décret qui harmonisait les critères de la personne indigente. Il n'y en avait pas. Chaque acteur utilisait ses critères. Mais ce que nous avons, les critères, de façon générale, quand on voit, ça convergeait vers l'absence de ressources ou l'absence d'assistance.
Donc une personne qui n'a pas elle-même de ressources ou dont la société n'aide pas pour faire face à ses besoins, voici des grands critères qui étaient vraiment, qui ressortaient dans pratiquement toutes les autres méthodologies qu'on avait trouvées. Certains appelaient personnes vulnérables, d'autres vont dire très pauvres. Nous, dans notre loi, on dit personnes indigentes. Et nous avons pu, en collaboration avec le ministère en charge de la solidarité nationale, on a pu parvenir à des critères harmonisés. Et l'ONG ASMAD était représentée, il y avait l'ONG HELP, il y avait plein d'autres ONG qui étaient là et les acteurs ministériels qui étaient là. Eux, on a harmonisé les critères et on a pu prendre le décret là en 2000, je crois que c'est en 2020. Mais comme on n'avait pas de critères harmonisés, qu'est-ce qu'on a fait? Même si on attendait que ce décret soit adopté, il fallait d'abord adopter le décret, faire adopter ces arrêtés d'application, reprendre le travail de ciblage sur le terrain avant de commencer les prestations. Nous avons vu que si on doit faire ça, ce n'est pas en moins de 2 ans. Donc c'est pourquoi nous avons dit, il y a une structure étatique, le SPCNPS, j'en ai parlé, qui fait un travail sur le terrain. Et essentiellement, les données du SPCNPS nous ont beaucoup aidés. Et c'est l'exemple même de partenariat entre structures publiques, puisque c'est le même État. Donc on a pris ces données-là et on a capitalisé en quelque sorte. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour les critères qui ont été... Voilà. Okay. D'accord. Nous prenons M. Cabré qui nous appelle de Ouagadougou avant de lire également un SMS sur le site Présimet. Bonsoir M. Cabré. Oui, bonsoir monsieur et bonsoir à tous les autres qui sont sur le plateau. Merci, bonsoir, vous êtes en direct. Ok, je précise également que je suis un acteur mutualiste. Ok. Voilà, et je voudrais un peu rebondir sur la question qui vient d'être posée, notamment sur le fait qu'il y a des déplacés, que voilà, on demandait comment allait se faire la prise en charge pour ces types de cas. Oui. Voilà, pour ce qui est des mutuelles, je pense que à notre niveau, je parle un peu sous la coupole du RAMS, il y a ce qu'on appelle l'intermutualité que nous sommes en train de développer, qui devrait permettre que pour des personnes qui sont membres d'une mutuelle, je vais prendre un exemple pratique, par exemple, qui sont à Bassalgo, mais qui pour des raisons de sécurité ont dû se déplacer à Kaya, que la mutuelle de Kaya puisse notamment continuer à offrir les soins à ces personnes, quitte à ce que cette mutuelle adresse les factures à la mutuelle de Bassalgo, qui avait au préalable justement pris, ou du moins collecté les cotisations des membres. Voilà, qui va se charger justement de payer les factures à la mutuelle, qui va les reverser au centre de santé qui a offert les soins. Okay. Donc je pense que dans une même mesure, si la convention de délégation continue, justement les mutuelles pourraient justement mettre cette machine en branle pour que pour ces cas, voilà, le déplacement dû à des questions sécuritaires ou pour n'importe quelle raison ne puisse pas entraver notamment la prise en charge non seulement des mutualistes, mais des personnes qui, sous la coupole de la CNABU, ont été justement affectées aux mutuelles pour la prise en charge. D'accord. Merci. Voilà, je voulais préciser juste cela. Oui. Donc, on souhaite que le partenariat puisse continuer et qu'on mette ce mécanisme-là en place pour que, voilà, l'un dans l'autre, nous puissions concourir justement à la bonne marche de cette initiative. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Ok. Merci, Monsieur Cabré, pour cette contribution. Et directement, nous partons sur le site Présimètre pour prendre un message. Lire un message avant de continuer. Il s'agit d'un message de, je ne pourrais pas dire Monsieur ou Madame Zungrana, mais c'est le message de Zungrana qui nous écrit de la région du centre. Je voudrais m'inscrire à l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Où et à quel moment je peux le faire? C'est urgent pour moi, pour ma famille. Alors, les mutualistes,
Ça, c'est Lengani qui veut dire. Monsieur Lengani, il peut le faire. Il dit que c'est urgent pour lui. C'est urgent. Pour la personne, c'est urgent. Elle veut s'inscrire. Elle ne sait pas comment faire. Ok. Je vois qu'il est vraiment intéressé par la question de l'assurance maladie. Moi, je dirais, si c'est pour la couverture par l'assurance maladie actuellement, je dirais de prendre son mal à patience. Maintenant, je pourrais lui recommander d'aller vers la mutualité. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ce que les mutuelles et l'assurance maladie partagent en commun, c'est la couverture des risques maladie. Il y a des mutuelles qui font ça. Donc, je lui recommande vivement cela. Ça pourrait vraiment ou la soulager si c'est Madame Soulager. D'accord. Donc, nous disons tout simplement à Zungrana que c'est possible, mais en attendant que l'assurance maladie universelle puisse être opérationnelle pour que cette personne puisse s'inscrire, déjà, elle peut aller auprès des mutuelles et puis c'est la même chose. Donc vous cotisez, quand il y a des soucis de santé, il y a un coup de main qui est donné qui a un certain montant, mais bon, les mutuelles n'ont pas les mêmes niveaux de coût, les mêmes taux de cotisation. Voilà. Et donc je voudrais également dire aux téléspectateurs, aux auditeurs de la télévision True TV et de la radio Watt FM que quand on va maintenant dans les centres de santé, on voit des petits tableaux, des petites plaquettes qui mettent centre agréé, ceci, qui précisent qu'il y a des mutuelles. Si vous êtes membre de cette mutuelle, vous pouvez vous soigner. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc merci beaucoup. Souvent c'est nécessaire d'expliquer. Vous, au niveau de la mutuelle, vous avez aussi du travail, un travail de communication pour que les Burkinabés puissent comprendre également ce que c'est qu'une mutuelle de santé, au même moment que l'assurance maladie universelle. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle a du boulot également pour expliquer comment est-ce que le mécanisme marche, parce qu'il y a un problème de communication. L'émission se poursuit. Vous pouvez appeler au 25 36 04 04 ou bien nous écrire sur le site du Présimètre, c'est www.présimètre.bf. Donc monsieur Gandema de l'association Semences d'Espérance Sud, alors vous avez dit qu'il y avait de la difficulté par rapport à pouvoir identifier les différents acteurs, mais en même temps vous écoutez aussi le travail des mutuelles. Est-ce que à Waïbia les mutuelles également sont bien développées? Bon, à Waïbia, en tout cas, les mutuelles sont bien développées et c'est sur cette base-là que la CNAMU a pu, à travers l'organisme de gestion délégué qu'est ASMAT, pouvoir en fait faire le ciblage. Donc, pour cela, il y a en fait une mutuelle qui fonctionne bien. Maintenant, bon, en tout cas, comme on le dit, c'est aujourd'hui comment en fait ces mutuelles dans la phase en fait d'opérationnalisation de l'AMU là, pourraient réellement s'y prendre afin réellement de satisfaire en fait à la forte demande. Parce que nous avons fait un travail sur le terrain de sensibilisation, de renforcement de l'information, des connaissances à travers des sports publicitaires et nous avons vu que les populations sont déjà prêtes et adhèrent au principe de base de l'assurance maladie universelle. Ils attendent que les choses puissent commencer et ils ont besoin en fait d'un début d'opérationnalisation et c'est sur là que par exemple nous attendons les mutuelles afin que réellement ils s'y prennent de la bonne manière afin que le droit à la santé puisse être garanti en fait pour le bonheur des populations. Alors, monsieur Ouedraogo, vous êtes de la société civile. Il y a la possibilité pour les Burkinabés de contracter, d'être au niveau des mutuelles. Quels sont les avantages pour un acteur de la société civile à conseiller aux populations? Mais en attendant, il y a madame Ouedraogo qui nous appelle. Nous allons rejoindre avant de venir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de cette émission. Merci beaucoup. Et maintenant, notre question se situe à ce niveau. Oui. On aimerait savoir comment la CNAMU va procéder pour cibler le secteur informel. Ok. Parce que comme c'est un secteur non structuré, on se demandait, par exemple, la maman qui fait le petit commerce dans le village, un village éloigné, comment vous allez procéder pour qu'elle soit touchée par cette
pas la RAMU. Ok. Voilà, c'était notre question. Deuxième question. Non, c'est tout. D'accord, vous nous appelez d'où, Madame Ouedraogo? On appelle de Ouagadougou. D'accord, merci bien. Alors, je permets de répondre rapidement à la question avant que je ne revienne à M. Ouedraogo. M. Ouedraogo, vous nous excusez. Comment est-ce que vous allez, au niveau du secteur informel, comment le ciblage va se faire pour pouvoir toucher des gens qui ne sont pas peut-être forcément aussi à Ouagadougou au niveau du secteur informel? Okay. Merci Madame Ouedraogo pour votre intérêt pour la couverture des acteurs de l'économie informelle. Mais avant de répondre à la question, il faut se poser une question. Au Burkina, quand on dit l'économie informelle ou secteur informel, de quoi il s'agit au juste? Dans la pratique, il faut dire qu'il y a des acteurs qui y sont, mais qui ne sont pas par nécessité. En réalité, c'est par opportunité que ces acteurs payent la contribution, ou des acteurs qui sont dans l'économie informelle au niveau des fiscs. Mais en sécurité sociale, les acteurs de l'économie informelle qui sont concernés, c'est notamment les travailleurs indépendants. Parce que la définition du travailleur, selon le Code du travail, là, on ne tient pas compte que tu sois du secteur formel ou secteur informel. Que quand tu es dans du secteur informel, dit informel, et que tu as un travailleur, le lien de subordination, c'est-à-dire le lien salarial là, suffit. Tu dois déclarer comme un travailleur à temps plein. Mais les travailleurs indépendants dont il s'agit là, nous avons voulu passer par les mutuelles. Ça, il faut dire que c'est une décision gouvernementale même, parce qu'il y a un calendrier d'opérationnalisation qui avait été adopté en janvier 2018. Et pour ce calendrier-là, il était prévu que la CNAMU passe par les mutuelles sociales pour pouvoir couvrir les personnes qui agissent et qui interviennent dans cette économie informelle-là. Et pourquoi cela? Parce que le secteur informel, comme on le dit là, c'est diversifié. Et ces mutuelles-là sont plus proches des populations, surtout les populations de l'économie informelle. Donc c'est pourquoi nous voulons passer par elles. C'est plus efficace, c'est plus efficient. C'est la stratégie que le gouvernement a adoptée pour la CNAMU. D'accord. Ok, merci bien. Alors, il ne nous reste que quelques minutes. Monsieur Ouedraogo, je vais vous permettre de réagir. Et je précise nous sommes dans les... il y a moins de 10 minutes pour la fin de cette émission. Ok, merci beaucoup. Par rapport à l'inscription donc de la population dans les mutuelles, en fait, les mutuelles c'est une forme de financement aussi, c'est une forme de mobilisation des ressources pour le financement de la santé. Parce que jusqu'à présent, on estime par exemple que chaque ménage au Burkina Faso dépense par exemple plus de 30% de ses revenus pour effectivement investir dans la santé. C'est-à-dire que quand tu prends ton salaire chaque mois, ou quelqu'un qui travaille au cours donc, du mois, il dépense par exemple plus de 30% pour effectivement dans les services donc, de santé. Et les mutuelles, qui est une forme donc de partage du risque, on appelle ça le partage donc du risque, puisque moi je cotise, tu cotises, c'est pas évident que moi je vais tomber malade très rapidement, ou bien que c'est toi qui vas tomber malade très rapidement. Et quand tu vas tomber malade, on utilise toute la somme pour effectivement vous soyez, et c'est ça qui fait effectivement ce qu'on appelle donc la mutuelle. Donc ça c'est vraiment donc des méthodes assez importantes et très intéressantes qui sont d'ailleurs même recommandées dans le cadre donc de la dynamique vers la couverture santé universelle dont le Burkina Faso est dans la dynamique. C'est vraiment donc des processus. On ne peut pas aller vers la couverture santé universelle sans passer donc par cette méthode donc de financement donc par les mutuelles. Maintenant, il faudrait effectivement arriver pour nous à une certaine à comment faire pour peut-être donc ne pas en tout cas maîtriser les contributions, parce que vous savez les mutuelles actuellement ont leur niveau de contribution qu'ils ont fixé au regard donc d'un panier qu'ils ont déjà défini. Quand nous allons aller donc dans le cadre de l'assurance maladie universelle, il va falloir effectivement peut-être dans le cadre des études actuariales, ils ont pu peut-être définir effectivement des montants pour ne pas aussi véritablement trop plomber les ménages, parce qu'il ne faut pas qu'on quitte donc des dépenses catastrophiques à une autre dépense catastrophique. C'est ça
ça vraiment donc notre préoccupation. Et l'autre élément, je pense qu'il faut également, dans le cadre des mutuelles, il faut impliquer aussi les collectivités. C'est très très important. Voilà, c'est très très important qu'on arrive à impliquer les collectivités. Actuellement, je pense que on n'a pas souligné ça n'a pas été beaucoup souligné, mais c'est une difficulté qui est là. C'est une des insuffisances actuellement de l'assurance maladie universelle. Voilà, parce que les collectivités n'ont pas été beaucoup impliquées. C'est vrai qu'ils sont partis donc des listes donc déjà définies, mais il va falloir continuer l'implication donc des collectivités territoriales, parce que c'est eux qui vont véritablement à un certain moment être le relais du financement donc pour effectivement la santé. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous avez un complément par rapport à ce qu'il dit pour pouvoir aller facilement de l'avant? Voilà, en fait, par rapport à l'assurance maladie universelle, en fait, pour aller de l'avant, il faut réellement renforcer la transparence, renforcer aussi la visibilité aussi du projet. Ça veut dire renforcer les connaissances de la population sur la question de l'assurance maladie universelle, renforcer aussi les compétences des acteurs de mise en œuvre aussi de l'assurance maladie universelle. Je dirais dans ces acteurs-là, il y a les mutuelles sociales, il y a les organismes de gestion délégués et surtout aussi des acteurs clés que sont les agents de santé qui sont un peu à la traîne dans ce système qu'on doit en fait impliquer davantage et renforcer suffisamment leur capacité. Et c'est en cela que, par exemple, nous insistons sur la nécessité de la veille citoyenne si nous voulons en fait une mise en œuvre ici de l'assurance maladie universelle. D'accord. Alors, M. Sanoun, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer davantage la mise en œuvre, pour ne pas dire pour accélérer la mise en œuvre? Vous avez écouté M. Ouedraogo, vous avez écouté M. Gandema, maintenant nous vous écoutons. Donc, franchement, il y a la nécessité d'impliquer davantage l'ensemble des partenaires sociaux. Vous avez vu qu'au niveau de la forme, même de l'implication, de la mise en œuvre au niveau des travailleurs, il y a les syndicats qui sont toujours à la traîne, qui ne croient pas trop à la chose ou bien qui se méfient même de la mise en œuvre du fait qu'ils doivent cotiser. C'est le crainte de nouvelles coupures pour cotisation pour l'assurance maladie. Sans cette crainte-là, okay. C'est un tabou qui est là. Et au niveau des collectivités, ça a été dit. Oui. Il faut que les collectivités soient prises en compte dans l'accompagnement des mutuelles. Vous avez vu, les cotisations, c'est pour les prises en charge sanitaires. Mais il y a d'autres activités connexes qui doivent favoriser l'adhésion des personnes et des familles aux différentes mutuelles. Mais cela tarde encore. L'esprit de mutualité, mettre ensemble nos ressources pour soigner quelques-uns cette année, une autre fois d'autres personnes, cette culture-là n'est pas encore ancrée dans nos mœurs. Donc il y a un travail de communication à faire, mais il faut y croire. Et il faut que ce soit une synergie d'action afin que nous puissions vraiment aller ensemble. Et je reviens là-dessus, la création de l'organe administratif. Pour permettre aux mutuelles de se sentir plus solides et de pouvoir aller vers des recherches de financement. D'accord. Alors, M. Lingani, en tout cas, vous repartez avec une pile de propositions et de suggestions de solutions pour pouvoir aller de l'avant. Nous prenons votre dernière intervention avant de conclure cette émission. Ok. Merci, M. Bougma. Je dis merci à l'ONG Diaconia pour cette initiative parce que ça va dans le sens de la communication aussi sur l'assurance maladie et ça nous permet de mesurer vraiment les besoins ou les soifs d'information des populations et d'avoir même le retour des acteurs sur le terrain. Quand on échangeait, parfois on avait l'impression qu'on ne se comprenait pas, mais en réalité on se complète. On se complète et c'est pourquoi j'invite même les acteurs sur le terrain là à travailler davantage avec les structures de mise en œuvre de l'assurance maladie. Et vos comités qui sont sur le terrain, s'il y a besoin ou même votre association, demandez une séance de travail à l'assurance maladie pour peut-être vous faire part de ce que nous faisons, quelles sont les difficultés, parce qu'en tant qu'association, surtout de la société civile,
vous pouvez actionner sur certains leviers que les structures publiques peut-être ne peuvent pas. Donc c'est déjà un apport que vous faites dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. On ne peut pas quitter ici sans dire aussi merci à True TV pour ce plateau qui nous permet, qui est une opportunité aussi pour nous de parler de ce que nous faisons et de permettre aussi de faire un autodiagnostic de tout ce que nous faisons. Et également, nous prenons en compte tout ce que les différents acteurs ont dit et nous allons rendre compte. Et vous voyez l'intérêt de cette émission. Ça tient tellement à l'assurance maladie que le DG lui-même avait voulu venir à cette activité, à cette émission. Il voulait venir, mais il était pris pour une autre activité. Il était à Tinkoroko pour le CACEM du ministère en charge de la protection sociale. Donc c'est pourquoi il n'est pas venu. Donc je dis merci, mais pour parler d'un partenaire clé, le ministère de la Santé, on ne peut pas quitter ici sans vraiment féliciter ce que ces acteurs font sur le terrain pour l'offre de soins, la disponibilité des services et des médicaments. Parce que l'assurance maladie, la CNAMI n'est pas seule sur le terrain. Il y a d'abord les ministères de tutelle, il y a aussi le ministère qui est le partenaire indispensable à la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle et nos partenaires de tous les jours. Merci M. Lingani, merci à tout le monde, merci à M. Gabriel Sanou de l'Union régionale des mutuelles de santé de la région des Hauts-Bassins, merci à M. Gandema, Alphonse, secrétaire général de l'association Sémence d'Espoir, Sémence d'Espérance Sud. Nous disons également merci à M. Lingani Nestor, il est juriste, inspecteur du travail, il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Et nous disons également merci à M. Amidou Ouedraogo, le directeur national du réseau d'accès aux médicaments essentiels. Merci madame, merci monsieur vous qui nous avez suivis et surtout merci à toutes ces personnes qui nous ont appelés ou qui nous ont écrit dans le cadre de cette émission. Merci à Césaire Kafando et à toute son équipe. Au revoir.